Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu tech. Aujourd'hui, on a plein de choses au programme, évidemment, on va aller très vite. Juste avant, je vous rappelle que ce matin à 11h30, nous avions le live et durant l'émission, Bastien Lyon, notre spécialiste de la SVOD et des médias, est venu faire le point. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui a marché? Quelle plateforme va bien? Qu'est-ce que c'est que cette chronologie des médias? Qu'est-ce que c'est que ces changements de chronologie des médias? Bref, c'était hyper intéressant et je vous invite à aller voir le replay qui est disponible en lien juste en dessous de cette vidéo. On va attaquer avec le reste de l'émission et on commence bien sûr avec le métavers. Et bien déjà, on va parler de personal space, d'espace personnel dans le monde virtuel. Meta vient de mettre en place des limitations pour que des gens, dans leur métavers, leur futur métavers ou leur monde virtuel actuel comme Horizon, ne se touchent pas de manière intempestive, voire non désirée. 1,20 m, ce sera la distance, c'est un peu le geste barrière sociale qui sera mis en place par Meta. Lorsque quelqu'un arrivera directement sur vous, elle ne pourra plus avancer, vous n'aurez pas de sensation ou autre. On avait vu déjà que dans les premières expériences autour des métaverses de Meta, une femme s'était fait ploter virtuellement, littéralement. Voilà, comme quoi la réalité change, les pratiques malheureusement pas tout le temps. Et en attendant, vous aurez ces 1,20 m de distanciation personnelle. Même sur le métavers, vous voyez, il n'y a pas de différenciation avec la vraie vie, c'est la folie. Passons maintenant aux voitures avec deux constructeurs anglais qui ont des stratégies très différentes. On commence par Lotus qui vient de présenter un premier teaser de sa future voiture 100% électrique et cette dernière partagera une grande partie de sa plateforme électrique avec la future Alpine 110. Voilà, c'est le nom de code de cette Lotus, c'est la 135 et on vous rappelle que même si le constructeur anglais est passé sous pavillon chinois avec Geely, ils comptent bien garder leur esprit et leur ligne si spéciale, même si là, on sent qu'on s'éloigne de la Lotus Elise pour aller plutôt vers la Lotus Elan. On enchaîne avec Jaguar, et eux, Jaguar, ils ont pris l'autre tangente. Jaguar, je vous rappelle, qui était assez en retard sur la transition vers l'électrique, et qui avait annoncé qu'il ne sortirait plus de véhicules d'ici 2025, par la voix de leur directeur général, Jaguar a annoncé qu'ils vont utiliser une plateforme 100% inédite et propriétaire, pour leur futur véhicule avec un design lui aussi 100% inédit. Donc Jaguar qui vient un peu à contre-courant de tous les constructeurs qui se rassemblent les uns avec les autres pour partager les coûts extrêmement forts de développer une nouvelle plateforme électrique. À voir si la voiture qu'ils devaient lancer, la XJ, sortira ou sera annulée, notamment sur une plateforme partagée avec Range Rover. On termine sur les transports automobiles avec ce petit moteur dont j'avais parlé vendredi, mais je ne comprenais pas bien exactement en quoi il était révolutionnaire, il y avait juste une bonne bouille. Mon collègue Eric Fontaine vous explique très bien dans cet article ce qui fait l'intérêt de ce moteur avec un flux raxial, donc c'est-à-dire un flux qui est à la fois radial et axial. Cela permet d'embarquer beaucoup de puissance globalement dans un poids et une contenance extrêmement limitée. Et ce petit moteur va venir dans cette voiture hybride, la prochaine Gemera de chez Koenigsegg, et offrira normalement durant 20 secondes des performances assez folles et voire de l'aide durant la conduite à haute vitesse. Je veux bien tester cette voiture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet-là. Passons maintenant aux géants de la tech, les GAFAM, et ça va parler d'argent. Et on commence avec Apple, un peu, non pas dans la panade, mais peut-être bientôt dans la panade, puisqu'un nouveau projet de loi américaine mettrait en danger le côté très fermé, très propriétaire et très contrôlé de l'App Store. L'Open App Market, par exemple, empêcherait n'importe quel store virtuel de plus de 50 millions d'utilisateurs ou d'utilisatrices de devenir exclusif et de les obliger à passer par notamment ces systèmes de paiement. Ce que fait par exemple Apple. Apple n'est évidemment pas content là-dessus et vous savez que Apple et les développeurs, Apple et son store et Apple et sa marge de 30%, c'est toute une longue histoire, même s'ils ne sont pas les seuls. Ils sont parmi les plus véhéments à pousser contre ce genre de loi qui, selon eux, mettrait en danger l'efficacité de leur écosystème fermé, mais si optimisé. Vous connaissez un peu l'histoire à base de sideloading et autres. En attendant, Apple continue à faire face à d'autres régulateurs et pas qu'aux États-Unis. Je vous rappelle qu'en Corée et au Japon, ils sont assez actifs là-dessus pour casser un peu ce côté fermé d'Apple. Et il y a une victoire, notamment aux Pays-Bas, mais vous allez voir une victoire très spéciale aux Pays-Bas, parce que le gouvernement a pu obliger Apple à faire baisser les taux qu'il prenait et à permettre en tout cas aux développeurs d'applications de rencontres, les dating apps,
eh bien, de passer par leur propre système de paiement aux Pays-Bas. Donc si vous avez une application localisée aux Pays-Bas ou qui est distribuée et utilisée aux Pays-Bas et qui a un système eh bien, de paiement externe, Apple vous fera une ristourne complètement folle puisqu'au lieu de prendre 30%, eh bien, Apple ne prendra que 27%. C'est incroyable. Et face à ce chiffre, pas un gros sur 20, la communauté des développeurs iOS vraiment a poussé un gros coup de gueule puisqu'ils en ont marre évidemment. Ils savent que l'Apple Store est clairement le store le plus rentable pour eux par rapport à Android, mais les règles d'Apple commencent eh bien, à leur taper sur les nerfs beaucoup plus fort. Et ce week-end, on a eu beaucoup de développeurs qui ont pris la parole sur des blogs ou sur Twitter pour expliquer que c'était vraiment complètement pas possible et que Apple ne lâchera pas le morceau tant qu'il n'y aura pas une loi assez globale sur des gros territoires qui les obligeront un peu eh bien, à reculer de manière générale. Ici, vraiment, on est en train de gratter beaucoup de pourcents sur des niches d'applications, c'est vraiment très compliqué. Pendant ce temps-là, nous avons Amazon et Meta. On commence par Amazon qui a gagné beaucoup d'argent en ce dernier trimestre 2021. Oui, qu'est-ce qu'on a eu 470 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 33 milliards de profits et 4,3 milliards de bénéfices nets. C'est assez gigantesque. Amazon, après des années à avoir publié des résultats vraiment très limités en termes de bénéfices, et bien depuis quelques années, ils ont engrangé eh bien, tous les profits justement de ces politiques très agressives et depuis, ils roulent sur l'or. Il y a évidemment la distribution, mais également la publicité et le cloud gaming et le cloud tout court avec AWS qui eh bien, permettent à Amazon de partir vers de nouveaux horizons stratosphériques de revenus. On enchaîne avec Meta. Je vous rappelle que Meta, ça s'était très mal passé pour eux d'un point de vue résultat. Et Meta, désormais, aussi fait pression sur l'Union européenne. On revient un peu à cette histoire de réglementation et de bataille entre les grandes entreprises et les gouvernements. Et ce coup-ci, Meta nous dit tout simplement, on pourrait quitter l'Europe. On aimerait bien, on adore l'Europe, mais si l'Europe et les régulateurs européens nous empêchent de faire transiter des données européennes sur des serveurs américains, même si évidemment on respecte 100% toutes les règles de sécurité et de vie privée en faisant transiter des données européennes sur nos serveurs hors de l'Europe, eh bien on devra peut-être se retirer de l'Europe et ce sera le cas de plein de sites internet qui voudraient évidemment aider leurs clients à travers le monde. Donc Meta prend des exemples de marques françaises ou espagnoles, de petits commerces bien sûr, ils aiment bien brandir les petits commerces. C'est évidemment une menace qui ressemble plus à du lobbying et une bataille en rang serré entre Meta et les régulateurs. On espère, on imagine, si Meta devait un jour vraiment être à la hauteur de ces menaces et de se retirer complètement de l'Europe et de retirer de coup WhatsApp, Instagram, Facebook, Oculus de l'Europe, je pense que c'est plutôt eux qui verraient flou. On enchaîne avec, encore une fois, les batailles entre les marques et les régulateurs. C'est du coup le thème de cette émission avec le fameux Right to Repair. Je vous rappelle qu'aux États-Unis et puis bientôt dans d'autres pays, on met en place des arsenaux de lois et de législation pour obliger les constructeurs à laisser les consommateurs nous posséder et accéder à nos appareils pour pouvoir les réparer, les améliorer, etc. Donc vous savez, je vous avais longuement parlé de cette bataille avec le fabricant de tracteurs John Deere, cette bataille aussi avec Apple, Microsoft. Google rentre un peu dans la danse et propose, bonne nouvelle, eh bien il voudrait proposer un programme de réparation de leur Chromebook par les écoliers à l'école pour que les écoliers comprennent comment réparer un ordinateur et comment un ordinateur fonctionne. Ça rentre évidemment dans ce grand mouvement du Right to Repair, et c'est bien parce que c'est bien vu par l'opinion. Et ça nous permet surtout enfin de peut-être réavoir des produits qui s'ouvrent et qui se modifient. Et voilà Google qui veut montrer patte blanche. Ce n'est pas le cas du côté eh bien, de Kia et de Subaru. Les constructeurs coréens et japonais, dans leur bataille avec le Right to Repair, viennent de couper littéralement certaines des fonctionnalités des voitures. Et donc le démarrage à distance et puis les alertes, puisque certaines de leurs voitures partagent des datas avec le constructeur. Ils expliquent qu'évidemment, sous la menace du Right to Repair, ils ne pourront plus gérer ce genre de données. Donc évidemment, encore une fois, ce sont des coups de pression. Mais du coup, des propriétaires de voitures aux États-Unis de chez Subaru se sont retrouvés avec des voitures dont les fonctions ont littéralement été désactivées à distance par les constructeurs. Autant vous dire qu'en ce moment, c'est bien tendu, c'est bien tendu. Vu que tout est tendu dans cette émission aujourd'hui, et si on se détendait avec des NFT, bien sûr, hein, le thème d'actu qui rend tout le monde heureux, et surtout, eh bien, les 4 fondateurs du Bored Apes Yacht Club. Qu'est-ce que c'est que ce club de singes ennuyés qui sont sur des yachts? Ce sont une série de portraits, vous le savez, qui cartonnent, je vous en avais parlé, et qui ont engrangé des centaines de millions de dollars de personnes qui voulaient avoir une profile picture
stylés ou de personnes qui veulent surtout blanchir de l'argent ou spéculer, par exemple. Un des grands mystères derrière, c'est que on avait pu rencontrer, interviewer la dessinatrice des Bored Apes, qui n'est pas du tout la propriétaire, mais juste quelqu'un qui avait été payé pour dessiner ces singes. Et les 4 fondateurs, notamment, avaient voulu rester anonymes et avaient réussi à garder leur anonymat. BuzzFeed News a réussi, via en fait les données publiques de l'entreprise, de tout simplement retrouver qui sont les personnes derrière le Bored Apes. Et ces derniers, du coup, ont joué le jeu et ont annoncé que voilà, c'était bien eux, même s'ils annoncent que c'est du doxing. Donc il y a un gros débat, est-ce que c'est du doxing ou pas? Je vous laisserai me dire ça dans les commentaires. Je rappelle, le doxing, c'est de partager des informations personnelles d'une personne sans son consentement. Qui est le cas ici, mais est-ce qu'elles sont personnelles ou pas? Est-ce qu'elles sont publiques parce qu'elles sont dans les données de l'entreprise? Je ne sais pas. En tout cas, les 2 personnages, 2 des fondateurs qui ont décidé de confirmer en tout cas les informations de BuzzFeed. On reste dans les NFT avec des animaux en voie de disparition, en voie de NFTisation. Oui, c'est possible et avant que vous commenciez à essayer de brûler les gens derrière, attention, c'est la WWF et surtout, ils vont essayer de récolter des fonds pour sauvegarder justement ces espèces. 13 espèces ont été mises en vente sur la blockchain Polygon, du rhinocéros blanc au panda par exemple. Et évidemment, si vous achetez des NFT avec des belles images avec ces animaux en voie de disparition, vous donnez de l'argent pour essayer de donner des moyens pour sauvegarder ces espèces. Alors, encore une fois, bad buzz, good buzz, argent, pas argent, bonne cause, pas bonne cause, je vous laisse seul juge de cette initiative. On termine avec du gaming, avec la nouvelle que tout le monde attendait. Oui, GTA 6 est en développement. Merci beaucoup. Après moult rumeurs de développement, de retard, de reboot, etc. Eh bien, Rockstar a décidé de prendre un petit peu la parole sur Twitter et d'annoncer que oui, tout va bien, vous devriez le voir arriver bientôt. Donc attendez-vous à une sortie, j'imagine en 2024, pas avant, pour ce jeu qui se vendra pendant encore 15 ans, parce que je vous rappelle que GTA 5 continue à faire partie des meilleures ventes de jeux vidéo, 9 ans après sa sortie, quelle que soit la plateforme, c'est incroyable. On parle maintenant de Stadia, ça a peut-être un peu moins bien marché que GTA 5, mais Stadia est toujours vivant, rappelez-vous. Lancé en grande pompe par Google pour venir révolutionner le cloud gaming avec des promesses faramineuses. Bon, derrière ce qu'il en est resté, c'est pas grand-chose, et aujourd'hui, Stadia vivote avec ses quelques milliers de membres et ses quelques jeux gratuits, et Stadia va commencer à être tout doucement reconverti en fait en marque blanche par Google, puisque pour les gens qui avaient testé ce service de cloud gaming, il fonctionnait très bien techniquement. C'était tout le reste qui avait un problème, mais techniquement ça fonctionnait bien. Google va proposer une solution qui s'appelle Google Stream à divers clients comme Peloton, l'autre marque dont je vous ai parlé ces derniers jours. Pour streamer du contenu, ils ont maintenant les data centers, ils ont toute la technologie. Pourquoi ne pas essayer de rentabiliser un petit peu Stadia, qui a dû leur coûter quelques milliards de dollars? On souhaite le meilleur à Stadia. Voilà, ce ne sera pas la superstar du jeu vidéo, ce sera une petite marque blanche, mais pourquoi pas. Terminons enfin sur Nintendo, et Nintendo qui vous annonce que non, ils ne vont racheter personne, et non, personne ne va les racheter. Dans cette folie de rachat, je vous rappelle que Sony a racheté Bungie, Microsoft a racheté la terre entière, Nintendo a dit non, nous ça va, on ne va pas racheter encore des studios. Il faut que les gens qui nous rejoignent aient vraiment l'ADN Nintendo et qu'on ne fasse pas tout type de jeu, qu'on fasse du jeu Nintendo. Je vous rappelle que Nintendo a été très avare en termes de rachat. Ils avaient racheté Next Level Games il y a quelques mois, en 2020 si je ne m'abuse, il y a quelques années, et avant je crois que c'était en 2007 pour Monolith Studio, donc les gens derrière Monolith Soft qui avaient développé notamment Xenoblade Chronicle. Voilà, n'ayez pas peur, si vous êtes fan de Nintendo, Nintendo restera Nintendo, et pour tous les autres, tout le reste du jeu vidéo sera bien sûr disponible. Merci d'avoir suivi cette petite émission, on se retrouve évidemment dès demain pour un nouvel épisode, à très vite.